Donc, on reçoit, comme indiqué depuis quelques jours, Loïc Marie, le fondateur du magazine Focus, nouveau magazine, alias Capitaine Cinemax pour ceux qui sont beaucoup plus habitués à Twitter, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Donc, Loïc, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Et donc, bienvenue sur les ondes de Radio Mercure, qui est la doyenne des radios de Picardie. Alors, c'est vrai que la Picardie est un petit peu loin de l'endroit où tu habites, parce que je crois que tu es, toi, plutôt en Charente, en Charente-Maritime, c'est ça? Ouais. Ouais, tout à fait. Charente-Maritime. Donc, comme le cinéma n'a pas de frontières, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de la Charente-Maritime et du lancement d'un merveilleux magazine qui vient d'arriver, donc tout frais, tout beau depuis le 10 décembre sur le web. Il s'agit de Focus. Mais avant de parler de Focus, on va peut-être parler de toi, qui est Loïc Marie, alias Capitaine Cinemax. Donc déjà, tu as quel âge, Loïc? Eh ben, j'ai 29 ans. J'arrive bientôt sur la trentaine. Je vais passer un cap l'année prochaine. Donc, je suis un peu stressé. Bah, écoute, Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, hein, mais ouais, vu l'année qu'on vient de traverser, je pense que l'année de tes 29 ans sera peut-être la pire que celle des 30 ans, pour le coup, vu ouais, l'année du Covid. la pire, je sais pas, je sais pas. On en parlera peut-être de la façon dont j'ai vécu ça, mais c'est pas la pire parce qu'il y a de très très belles choses qui se sont passées finalement pendant ce confinement, et je pense même que cette période m'a été plus bénéfique que dramatique, en tout cas. Eh ben, écoute, il faut que ça arrive aussi à certaines personnes, parce que chez d'autres, malheureusement, ça a été des périodes troubles, on Bien va dire. sûr, mais je l'ai quand même très très mal vécu cette période, comme beaucoup de monde. Mais d'un point de vue professionnel, j'entends, ça a été plutôt bénéfique. Donc, d'où vient Capitaine Cinemax? Voilà, tu es qui, Loïc? Tu es donc journaliste autodidacte, est-ce qu'on peut dire ça ou Oui, voilà, on donc peut, on peut le on va dire dire les parce que meilleurs. à la base, je me destinais pas de toute façon à être journaliste. Moi, à la base, j'étais destiné à une carrière de comédien. Pendant mon année de lycée, la dernière, la terminale, j'avais fait les cours Florent. Enfin, j'avais essayé de passer le concours d'entrée au cours Florent. Ça a été un échec, le plus gros échec de ma vie. Et il y a un peu tout qui s'est remis en question à partir de là. Pas tant que je me suis dit, ouah, je suis un mauvais comédien, mais je me suis dit, est-ce que je suis fait pour finalement intégrer une grande école parisienne de théâtre, etc. Et finalement, j'ai trouvé une petite troupe de théâtre pendant cette même année de terminale chez moi, en Charente-Maritime. Et puis, après le bac, je suis parti en tournée avec eux pendant un an. Voilà. Je continue d'ailleurs, hein, tous les ans, on monte une nouvelle pièce et tous les ans, on parcourt la Charente-Maritime pour jouer. Bon, là, on joue pas, on n'a pas joué cette année, donc En ce moment, c'est plus compliqué. voilà. Et pendant cette même période où je tournais, on m'a proposé un poste de chroniqueur sur un tout nouveau site qui s'appelait Femmes Références à l'époque et qui avait pour objectif de concurrencer les magazines féminins Mademoiselle, Elle, auféminin.com, etc. Et j'avais une rubrique humoristique donc qui s'appelait Femmes d'histoire. Et chaque semaine, j'écrivais sur une femme qui a marqué l'histoire et je retrafiquais un petit peu son historique de façon humoristique. Voilà. Et puis après, le site a pris de l'ampleur. On m'a proposé un poste de rédacteur en chef adjoint et je m'occupais de toute la rubrique littéraire, notamment littéraire, culturelle, pardon. Et il y avait la rubrique littérature, musique, cinéma, série. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien écrire plus souvent pour le cinéma et les séries télé. Et donc à partir de là, ça a décollé. J'ai fait beaucoup de rédactions, je travaillais en radio, etc. Voilà d'où est venue cette envie de devenir journaliste cinéma. D'accord. Et tout premiers amours de cinéma, c'est quoi? Par exemple, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as un souvenir de ton premier film, une de tes premières séances qui t'est marquée? Alors, Pas spécialement la première, mais celle qui t'a marqué. alors, au départ, j'étais beaucoup plus sériephile que cinéphile. Je me suis intéressé au cinéma beaucoup plus tardivement. Alors, je sais que ma mère adore les films d'horreur. Donc, quand j'étais petit, j'étais bercé avec les Hannibal, les Freddy, les choses comme ça, l'Exorciste. Bon, j'en ai fait des cauchemars. J'étais très précoce par rapport Tu à avais mes autres quel âge? camarades. Tu avais quel âge pour voir l'exorciste? J'avais à peu près 6-8 ans.
D'accord. Donc j'étais hyper précoce par rapport à mes camarades, par rapport à ce genre de film-là. Et mon père, alors lui, c'était Rambo, Terminator, vraiment les balèzes de l'époque, si je puis dire. La Mais testostérone. c'était pas trop mon délire. Par contre, je regardais toutes les séries des années 90, 80, 90. Hooker, Rick Enter, K2000, Stargate SG1, Lois et Clark, Charmed, Smallville. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, Sliders des mondes parallèles. Enfin bon, bref, je regardais toutes les séries qui passaient à la télé et mes premiers amours, c'est vraiment la télévision. Le cinéma, c'est venu beaucoup plus tardivement parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient au cinéma quand j'étais jeune ou adolescent. Et en fait, quand ma mère s'est mise avec mon beau-père, tous les samedis soirs, on allait au cinéma de La Rochelle, au CGR de La Rochelle. Et c'est là que l'envie ma cinéphilie a vraiment commencé à arriver. Quand j'ai du retard forcément sur beaucoup de films cultes du coup, et ça me fait rire parce que quand je mets que je vais regarder tel film ce soir, j'ai toujours des acteurs ou des producteurs. Mais quoi, t'as pas vu encore ce film? Mais c'est fou. Donc c'est des petites taquineries qu'on se fait entre nous. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu de retard sur certains films cultes, mais je me dis que c'est pas grave, je prends mon temps, on n'est pas pressé. J'ai que 29 ans. Mais voilà, c'est la cinéphilie est venue arriver à 16-18 ans. Voilà, c'est vraiment là, mais j'ai vraiment mes premiers amours, c'est vraiment les séries télé finalement, parce que Et c'était donc, gratuit. ok. Et donc, un premier film marquant au cinéma, donc, un effet Alors, de cinéma, un effet de salle, ça a été quoi? alors c'était pas en salle, c'était à la télé, c'est un merveilleux souvenir. C'est Speed de James Debon, et ça a été ma première claque, ma première grosse claque parce que je l'ai regardé, mais je crois que je le regardais tous les jours. J'ai vu ce film au moins une centaine de fois. J'étais toujours impressionné par ce huis clos infernal où ils sont dans ce bus et j'étais en admiration sur la maîtrise du suspense et de la tension dramatique de ce film parce que à chaque fois qu'on le regarde, on se dit est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et pour moi, des films comme ça où on se redit au bout de la centième fois est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ça veut dire que c'est un film qui est maîtrisé et qui est ultra réussi. Donc ma première vraie grosse claque, c'est ça. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Stargate de Roland Emmerich. Il y a eu Indiana Jones et La Dernière Croisade. Voilà, c'est vraiment ces trois films qui m'ont fait aimer le cinéma. Donc, on est là sur des films thrillers et à la fois d'aventure, finalement, des films Ouais, d'action et aventure. On sent d'ailleurs à travers si on te suit un peu sur Twitter ou autre, on sent que tu es assez porté et admirateur du cinéma d'action, du cinéma où pas spécialement où il y a des muscles, hein, mais du cinéma où effectivement il y a une maîtrise aussi du montage, parce que bon, tout ça fait que si bien sûr. le film te tient en haleine comme ça, c'est qu'il y a un montage de fou derrière, il y a un travail de post-production qui est énorme. Et effectivement, on ressent bien ça à travers ton attitude et un petit peu les films dont tu parles pour ceux qui te suivent. Et donc là, dans ce parcours, on progresse. Est-ce qu'il est facile? Alors on va y aller, hein, parce qu'on n'est que tous les deux, donc Ouais, ouais. les auditeurs qui nous écoutent, on va y aller clairement. Est-ce qu'il est facile d'être journaliste en province? Parce que tu es à La Rochelle, c'est ça? Enfin, dans Ouais, les Rochefort-La alentours de La Rochelle. Rochelle. Est-ce qu'il est facile d'être journaliste à La Rochelle plutôt que journaliste parisien? Parce que bon, c'est vrai que la grande nomenclatura de journalistes en France sont à 90%, en tout cas cinéma, c'est même peut-être plus en termes de cinéma, parisien. Donc avec une vision parisienne, j'ai rien contre, mais c'est une vision, c'est absolument pas une vision de province, hein, parce que certains que moi je vois débouler au Festival d'Arras, par exemple, me disent on est où dans ce trou paumé? Et encore, je suis gentil quand je dis trou paumé. Ils emploient des fois un autre trou. Et là, on se dit que est-ce que toi, il est facile pour toi de à la fois lier contact avec tes confrères? Est-ce qu'il est facile de faire ta place, d'avoir des projections de presse, par exemple, en province, ce qui est pour le coup pour nous qui sommes qu'à 60 bornes de Paris compliqué, hein, malgré qu'on a
on est comme toi, on a un CGR, donc on a d'excellents contacts avec le CGR et Dieu merci, on remercie CGR, même si certains pourraient leur dire c'est des gros multiplex, ils en ont rien à foutre. Eh ben non, c'est pas vrai. Les CGR font leur job et invitent la presse très fréquemment, voire tout le temps. Mais justement, toi, comment arrives-tu à exercer ton métier en province? Est-ce que c'est facile ou est-ce que finalement c'est quand même un peu galère? Alors, j'aimerais juste, avant de répondre à ta question, revenir sur les films d'action. Je voue un énorme culte aux films d'action des années 90 qui, pour moi, sont les meilleurs films d'action qu'on ait à ce jour. Ceux d'aujourd'hui, ça vaut pas un clou. Euh, voilà. C'est-à-dire que C'était moi, le- je ne pensais même pas qu'il y avait des films d'action en ce moment. Donc, bon, je pense Voilà. qu'effectivement, un film d'action est un film des années 90, c'est clair. Voilà, exactement. On est d'accord. Et pour revenir du coup à ta question, non, c'est pas facile, surtout si on veut parler de cinéma. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler avec et même nouer pardon des amitiés avec des journalistes cinéma pas parisiens. On se suit mutuellement sur Twitter. Parfois, ils aiment un de mes articles, ils mettent un j'aime, mais voilà, ça va pas plus loin. J'ai fait le festival Sérimania chez vous. J'ai fait Cannes et Deauville. J'ai jamais réussi à parler à quelqu'un. J'étais seul. Bon, après, je sais que je suis un peu timide, un peu réservé. J'ai du mal à aller vers ces gens-là. Est-ce que il y a une forme de timidité, certes, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de je suis pas légitime parce que j'ai pas fait d'études de journaliste? Je sais pas, mais je sais que c'est compliqué. Après, moi personnellement, je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les lecteurs. C'est le retour des lecteurs, c'est l'avis des lecteurs. Sur Focus, c'est pas l'avis des professionnels qui m'intéresse, c'est l'avis des gens, c'est l'avis du peuple, si je peux dire. Oui, bah, c'est un petit peu Après, comme certains après, cinéastes, ce sont les entrées, c'est pas les critiques. voilà. Après, euh, s'ils voient le magazine, s'ils lisent mes articles et qui me donnent des conseils pour m'améliorer, je vais les prendre et je serai très content de partager ça avec eux. Mais non, voilà, c'est pas facile. Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on est sur Paris parce qu'évidemment, il y a énormément pardon, de projections presse. Et je pense que j'aurais ma place si j'habitais Paris. Hein. Je suis pas un guignol. J'ai interviewé quasiment toutes les plus grandes stars françaises, mais même certains Américains. Voilà, je suis pas. Je pense que j'aurais ma place, mais je préfère. Je sais pas si j'accepterais la vie parisienne aussi. C'est ça. Il faut aussi. Mmh. C'est un monde difficile qui va à 1000 à l'heure. Je sais pas si moi j'aurais la capacité de suivre aussi. Moi, je suis bien ici. Je me sens à l'aise, j'ai mes petites habitudes aussi, donc c'est pas évident de tout plaquer pour aller vivre dans un autre monde, parce que Paris c'est un autre monde, hein, Ah, on ça, va être honnête. c'est clair que Paris, Voilà. c'est un autre monde, ouais, pour le coup. Et je pense que le côté provincial est intéressant parce que c'est aussi un public différent. On le Mhm. rencontre dans les salles. Premièrement, les films qui vont marcher en province sont pas ceux qui marchent à Paris. On a un film comme Au nom de la terre, par exemple, qui a cartonné en province. Nous, en Picardie, c'est un film qui a fait des tonnes d'entrées. C'est un film qui a été plutôt un peu snobé au niveau de Paris, évidemment. On parle de bottes, de boue et de tracteurs. Donc, à part une fois par an au salon de l'agriculture, mais sinon, des agriculteurs, ils en voient pas. Et c'est vrai que toi, par exemple, cet exemple de ce film, Au nom de la terre, est totalement représentatif parce que moi j'en ai parlé avec Anthony Bajon qui joue dans ce film où on retrouve quasiment personne parisien l'a interviewé autour de ce film. Enfin, lui parlait de sa carrière d'acteur, mais pas du film quand il l'interviewait. Donc le film en soi n'intéressait pas vraiment parce que on est vraiment sur un film très rural, très quelque chose que le monde parisien ne maîtrise pas. On n'est pas Mhm. dans le truc très torturé. Pourtant, c'est une histoire difficile au nom de la terre. Je rebondis hein, vite fait. Tu parlais du CGR et j'ai un partenariat moi aussi avec le CGR qui m'invite à chaque fois aux projections presse et qui me laisse la chance de pouvoir interviewer tous les acteurs qui viennent présenter leur film. On a la chance d'avoir comment dire
enfin, les CGR ont la chance d'avoir des avant-premières exceptionnelles. Toutes Ils les font un tournées travail de françaises dingue. avant-première, ils les ont. Ouais. Voilà, ils font un travail de dingue. Et du coup, je remercie beaucoup, j'en profite pour remercier la directrice Pamela Nicoli et le programmateur Patrice Martin, qui à chaque fois m'invite alors que je suis pas identifié comme presse, puisque je travaille en autodidacte avec mon propre site, mon propre magazine maintenant. Donc, d'un côté, ça me flatte parce que je me dis, ben, ils prennent mon travail au sérieux, même si je suis autodidacte et que j'ai un site internet. Donc, d'un côté, je me dis que mon travail, il est de qualité et suffisamment de qualité pour me permettre et avoir la chance d'interviewer des personnalités comme Clovis Cornillac, Michael Youn, Charlotte Gainsbourg. Enfin, voilà, je vais pas tous les citer, mais bon, t'as Et compris l'idée. récemment, pour Focus, parce que je vais rebondir sur Focus, Alex Lutz, pour son film qui devait sortir incessamment sous peu, et finalement qui sortira en 2021. C'est ça. Cinquième set, hein, c'est ça, le C'est film ça. sur le tennis. Que toi, tu as pu voir en avant-première finalement, puisque Eh c'était à l'époque de ben, oui, l'avant-première. je l'ai vu au mois de novembre. Il devait sortir là, Le 16 décembre. le 5, puis alors le 30 décembre après, mais maintenant il est repoussé à 2021. Super film d'ailleurs, quand il sortira, je vous invite à y aller. Et du coup, oui, j'ai pu interviewer Alex Luth et le réalisateur Quentin Reynaud, tout à fait. Ouais. Ok, donc d'où te vient cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais de nous sortir un magazine de derrière les, non pas les fagots, mais derrière des barques de Port-les-Barques, par exemple, petit village que je connais bien, parce que tu as une fois publié une photo de Port-des-Barques et je Oui, connais ça parce que j'ai fait une colonie de vacances quand j'étais tout gamin à Port-des-Barques. c'est vrai. Il y Cool. a très très longtemps, hein, pour le coup. Tu n'étais pas né, donc ça rajeunit personne. Hein. Mais bon, C'est voilà, clair. ça m'a marqué pour débarque quand tu as mis ce petit village, ça m'a fait tilt dans l'esprit. Donc d'où est venue l'idée de créer ce magazine et alors il y a l'idée à la base de créer un magazine et puis il y a le culot d'être suffisamment gonflé pour se dire allez je me lance, je trouve une équipe, je monte le truc et le magazine sort et tout ça en un temps relativement record. Hein. Oui, Euh, faudra qu'on en parle de ça d'ailleurs, parce que ça peut être je intéressant. trouve, hein, je sais pas à quoi vous tournez les gars, mais il y a des produits Bah, bien particuliers à La Rochelle quoi. c'est ça. Alors, en fait, c'est très simple. Je vais être cash, hein, je vais être sans langue de bois. Ça fait des années que j'essaie d'intégrer une équipe sur Paris journalistique cinéma. J'ai envoyé des CV à Première, à Mad Movies. Enfin, j'ai essayé toutes les rédactions possibles et imaginables, même les magazines féminins, Mademoiselle au féminin.com, Elle, etc. Enfin bon, j'ai tout tenté. Soit on me répondait pas, donc c'est pas très sympa. Soit on me répondait, mais quand on me répondait, c'est non. Ou soit on me disait l'équipe est complète, on prend personne. Et puis en plus de ça, faire de la pige, ça rapporte que dalle et c'est payer une misère. Donc pour vivre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Même si j'en ai fait, hein, et j'ai rien contre, mais c'est difficile. Donc je me suis dit, comme personne veut de moi et personne veut de mon talent, ça peut paraître prétentieux, mais je me suis dit, je vais lancer mon propre magazine cinéma et je vais prouver à tout le monde que un petit provincial peut aussi monter son magazine cinéma et sait parler de cinéma et a une culture cinéma. Donc voilà où est partie cette envie, c'est l'envie d'un ras-le-bol en fait, hein, tout simplement. Je me suis dit, je vais pas attendre 40 ans que quelqu'un me repère pour parler de cinéma. Donc autant que je le fasse. Le confinement a bien aidé à cette réflexion. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Et puis, ben, au mois de septembre, enfin, l'idée était venue déjà cet été et on devait faire un spécial James Bond, uniquement sur James Bond qui devait sortir le 31 octobre, si je dis pas de bêtises. Euh, et voilà, donc l'idée est venue, voilà, au départ cet été, quoi. Voilà. D'accord. Et donc là, on a le premier numéro qui est sorti le 10 décembre, qui est un numéro, évidemment, on est en période de Noël, donc les films de Noël, les immanquables, on va dire, de Noël, et comment on met en place un… Parce qu'à la base, bon, tu as le désir d'écrire dans un magazine, tu dis, bon, ras-le-bol,
Le magazine ne vient pas à moi, c'est moi qui irai au magazine. En gros, je le crée, j'écris dedans. Au moins, c'est mieux d'être servi par soi-même. Et donc, tu crées ce magazine. Comment tu recrutes ton équipe? Parce que c'est pas un magazine solo, hein, c'est pas là très clairement pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu le magazine. Et bon, notre auditoire sur Radio Mercure savent très bien que quand on invite quelqu'un, c'est pas on t'invite pas pour faire plaisir, on n'est pas là pour faire de la promo. On est là parce que le magazine nous a séduit, parce que il y a une vraie patte dès le premier numéro. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un habillage qui est juste. Moi, je me suis retrouvé sur le cul. Et pourtant, j'en lis des magazines, j'en lis plein. J'ai lis tous. J'ai travaillé avec tous, quasiment. Certaines personnes le savent. Je connais tout ce petit monde, ce gentil petit monde, qui est bon un monde. T'es un peu une sardine au milieu d'un monde de requins. Faut quand même se le dire ouvertement. Je suis un tout petit peu plus âgé que toi. Je pourrais être ton papa, donc c'est effectivement, je suis un petit peu plus âgé. Et je connais bien ce milieu. Et moi, très clairement, ce milieu-là, j'en ai pas besoin pour faire de la radio. Nous, on n'est pas payé. Que ce soit Jean-Claude qui bosse ici à Radio Mercure ou moi, nous faisons ça juste par passion, parce que nous avons des métiers qui nous rémunèrent ailleurs. Donc c'est pas, on n'a pas à les séduire, ça c'est clair. Mais je trouve qu'à travers ce magazine, il y a déjà un professionnalisme qui n'a pas à rougir avec quel que soit le magazine autre. Et puis déjà une identité. Et ça c'est rare parce que l'identité visuelle. Moi j'ai connu les premiers Mad Movies. J'adore ce magazine, hein, Mad Movies. Je trouve ce magazine dès le début, j'ai trouvé formidable. Je suis aussi amateur de films fantastiques, d'horreur et science-fiction. Mais pour te faire voir les tout premiers Mad Movies, par exemple, c'est quand même, ils se sont cherchés, ils se sont pas trouvés tout de suite. Et là, on a quand même déjà une maturité à travers ce magazine. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as quand même une équipe relativement réduite. Vous n'êtes pas 30 à écrire dedans. Donc, c'est un boulot colossal. Donc, explique-moi comment tu as arraché tout ça parce que il passe vraiment des choses bizarres en Charente-Maritime quand même. Ouais, alors déjà en septembre, il n'y avait pas d'équipe. J'étais tout seul, hein, faut le dire. Et on était à 1 mois et demi de la sortie du spécial James Bond qu'on voulait faire. Donc voilà. Enfin, en tout cas, on était 2-3, mais on n'était pas plus. Quand le James Bond a été repoussé, j'étais un petit peu dérouté, je savais pas du tout quoi faire. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un spécial Noël. On est quand même dans l'actu. Ça peut être sympa de donner envie aux gens. En fait, ce que je voulais sur ce magazine, c'était, quand j'ai eu cette idée de faire des films de Noël, c'était vraiment de soumettre le lecteur à un voyage au cœur des films de Noël, au cœur de Noël, en leur donnant une petite touche d'espoir avec cette année difficile et une petite touche aussi nostalgique et les inciter à revoir certains films qui les ont peut-être rendus heureux par le passé ou qui continuent de les rendre heureux aujourd'hui. Donc c'était vraiment ça l'idée de ce premier magazine. Après, il s'est alimenté avec des petites choses d'actualité. Voilà, on a le prime de Plus belle la vie le 15 décembre, donc j'ai fait une interview. On a au mois de janvier la série WandaVision, j'ai fait une interview. Enfin voilà, ça s'est fait. Après, ça s'est construit au fur et à mesure autour de ça. Pour l'équipe, j'avais déjà en tête des gens avec qui j'avais envie de travailler, des gens dont j'appréciais le travail et des gens qui ont ce désir comme moi de gagner leur vie en parlant de cinéma. Donc pour moi, c'était clair, c'était eux et personne d'autre. Donc on a, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais on a Jean Damien, par exemple, Monsieur Cinéphilus sur Twitter, qui a une émission qui s'appelle La Péloche, que je trouve extraordinaire et ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. Voilà. Après, il y a des amis qui sont venus m'aider. Tu parlais justement de l'identité visuelle. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je suis nul en graphisme. C'est Maud Lemoine et Alice Savotier qui sont deux amies et qui sont venus me prêter main forte et que c'est à elles qu'on doit ces graphismes magnifiques. Donc, ouais, quand tu me dis ça, c'est vraiment vraiment superbe. Franchement, là, je parcours le magazine, c'est de toute beauté parce que ça aussi c'est très important puisque là on est sur du visuel, même si on est sur du texte,
qu'on soit vraiment, que l'œil soit accompagné, parce qu'on rêve déjà. Là, par exemple, sur la page du Pôle Express, qui est un de mes films fétiches et surtout un des films fétiches de mes enfants, on est dedans. Pour ceux qui connaissent le film, on est vraiment dedans. Il y a cette atmosphère déjà. On sent déjà un peu le pain d'épices derrière, quoi. Et donc, c'est génial de pouvoir recréer ça à travers une identité visuelle. Et ouais, ils ont fait un travail colossal quand même autour de ça. Non, mais... Donc, tu t'es entouré de gens que en tout cas, tu souhaitais avoir autour de toi. Et Voilà. tu les as contactés comment? Tout ça, c'est passé par les réseaux sociaux finalement. Oui, bah écoute, moi je les suis sur Twitter, voilà, que ce soit Damien, Jules, Jean, Lionel, je les ai contactés sur Twitter. J'en ai contacté beaucoup, hein, j'en ai contacté beaucoup, et eux ont répondu présent. Voilà. Dès le départ, j'ai été clair. Je leur ai dit, pour l'instant, sur les 2, 3 premiers numéros, ce sera du bénévolat parce qu'il faut le temps de s'installer, parce que bon, il y avait aussi la crise coronavirus, donc les imprimeries étaient fermées, donc c'était difficile de voir encore comment on pouvait faire le truc. Mais je leur ai dit, voilà, pour les 3 premiers numéros, ça restera du bénévolat. Je vous promets pas que on va cartonner. Et d'ailleurs, les chiffres sont hallucinants aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que vous voulez prendre le risque avec moi d'aller dans cette aventure pour peut-être un jour avoir un format papier rémunérant? Et ils m'ont dit oui. Et j'en suis content parce que chacun, ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est que chacun a son univers. Damien, il est beaucoup plus sur les anecdotes. Tu parlais du Pôle Express. Lui, il a revisité le Pôle Express au travers d'anecdotes. Il n'a pas fait une critique du film comme on peut le faire, moi et Lionel, par exemple. Euh, Lionel est très dans l'analyse vraiment pure et dure. Il a une patte incroyable. Voilà, c'est que des gens qui apportent leur truc. Et ça peut paraître un petit peu, comment dire, dispatché, ça peut paraître un petit peu différent d'une page à l'autre, mais moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas que les pages se ressemblent. Je voulais que chacun ait son style. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors évidemment, il faut avoir un petit ton journalistique. Bien des fois, j'ai repris des phrases, etc., pour que ça fasse quand même journalistique. Mais je voulais pas dénaturer leurs propos, leurs phrases. Je voulais vraiment qu'ils imposent leur style parce que l'idée aussi, c'est que ça peut être un tremplin, ce magazine. Et peut-être que grâce à moi, bah, peut-être qu'ils arriveront à trouver un magazine qui va leur dire, ouais, j'ai adoré ce que tu as fait, est-ce que tu veux nous rejoindre? Voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est que ce magazine serve aussi de tremplin pour moi comme pour les autres. Donc finalement, c'est une très belle aventure, ce magazine. C'est une très belle aventure humaine de gens qui s'investissent sans gagner d'argent, dans un premier temps en tout cas. Et ça, c'est merveilleux à notre époque que des fois, on a des gens, ils veulent pas bouger un petit doigt sans être rémunérés. Là, on est comme quoi on a tendance à dire les jeunes sont que des branleurs. J'ai l'impression que non. Donc c'est quand même très réconfortant de voir ça de nos jours. Et quelle est la moyenne d'âge de ton équipe? Vous êtes tous à peu près dans la trentaine, entre 25, 30, Euh, 20, 30? ouais, c'est ça. Maud et Alissa ont 21, 23 ans. Damien, il en a 40. Cinéphilus, il en a 30, je crois. Lionel, il a 44 ans. Oui, c'est ça. C'est à peu près la 30, 20, 25, 30, quoi. On fait une moyenne. Oui. D'accord. Et donc, on va parler de la charte graphique et donc le thème, comment le thème est venu, évidemment Noël. Et en même temps, c'est ce qui est intéressant, c'est le côté magique. Tu nous ramènes à travers le magazine à quand même à tirer un trait, à faire une pause dans cette année de merde. Parce que bon, je pense qu'on peut pas l'appeler autrement. C'est compliqué. Alors, de merde dans le principe où effectivement on est en train d'écrire l'histoire. On n'a jamais vécu un truc pareil, hein. Donc là, on Ouais, écrit enfin, bon, je l'histoire. préférerais que ça s'écrive autrement. Et on aurait préféré, moi personnellement, j'aurais préféré que ça s'écrive sans moi, soit 100 ans avant, soit 100 ans après, mon petit côté égoïste. Mais bon, voilà. Je pense qu'effectivement, on en parlait il y a quelques jours avec mon entourage. Euh, Est-ce que dans quelques années, on va de nouveau s'habituer à resserrer la main aux gens de façon classique, normale? Ben voilà, il y a quand même des choses des habitudes qui commencent à se prendre, qui sont des habitudes qu'on n'avait pas et qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir, et qu'aujourd'hui ce sont devenues nos nouvelles habitudes. Mais
aussi à travers ça, on s'aperçoit aussi que là, tu as dû, à travers le confinement, à travers tout ce cirque qui nous a été imposé par ce virus, travailler d'une façon complètement différente. Donc le contact à distance, faire par exemple un comité de rédaction, vous n'avez pas pu vous voir physiquement parce que je pense qu'on était en plein confinement, donc ça a été des rencontres virtuelles. Donc comment vous vous êtes vachement adapté super vite. C'est là aussi qu'on voit que tous nos réseaux sociaux sont pas que les trucs mauvais entre guillemets dont on veut bien dire. Oui. Alors, faut savoir déjà que eux n'habitent pas en Charente-Maritime, hein. C'est très dispatché, hein. Il y en a qui habitent à Lille, d'autres qui habitent à Paris, d'autres qui habitent à Toulouse. Bon, voilà, hein, on est tous un peu éloignés. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça parce que déjà sur Femmes Référence, c'était le siège était à Nantes et puis on était tous rédacteurs dispatchés aux quatre coins de la France. J'ai travaillé sur Avoir à lire qui est basé à Paris, Unification France qui est basé à Paris, Céréaddict aussi. Enfin, j'ai l'habitude de travailler comme ça virtuellement et sans équipe à côté de moi, même si j'ai fait de la radio en Charente-Maritime, LNFM, Demoiselles et ONR. Mais c'est pas quelque chose qui m'a moi dérouté ou gêné pour commencer déjà. Après, on avait un groupe sur Twitter, un groupe WhatsApp, un groupe Messenger, donc on s'échangeait les infos, on s'échangeait, on était assez rapide parce que tout le monde est sur son portable aujourd'hui, donc ça allait quand même très très vite. Il n'y avait pas besoin d'attendre 100 ans pour recevoir une info, quoi. Je veux dire, les gens, enfin, ils étaient tous très actifs, donc ça nous a pas plus gêné que ça. Puis bon, nous, on est une génération où voilà, on est habitué à tout ça, au virtuel entre guillemets. Donc je pense qu'on s'adapte assez rapidement. Après, c'est vrai que bah c'est compliqué. Là, pareil, pour une petite anecdote, mais c'est vrai que on a eu 1 heure de retard, par exemple, sur le magazine parce qu'on a eu des problèmes de communication. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de sueur froide, mais bon, bah ça arrive et puis on peut rien y faire. Donc, on subit, on prend notre mal en patience et puis on avance tranquillement. Alors pour tous ceux qui se posent la question, comment voir le magazine Focus, il y aura tous les liens sur nos différentes pages, que ce soit les pages de Radio Mercure, les pages de Cinématique sans toc, les pages de Cinésphère. Enfin, voilà, on va vous mettre tout ça. Hein, donc on vous parle pas d'un truc que vous n'allez pas pouvoir voir. Au niveau des auditeurs de Radio Mercure, il y a aucun souci. Vous allez retrouver l'intégralité du magazine, qui est aussi un magazine gratuit. On a oublié de le dire, mais bon, c'est quand même un truc hyper pas courant non plus, hein, pour le coup. Bon, même si effectivement on retrouve des petits fanzines sur le net, mais là on est vraiment sur un magazine, un réel magazine hein, de cinéma et de séries, parce que t'es un petit coquin quand même. Tu adores Plus belle la vie, je pense qu'il faut le dire, et pour ceux qui auraient des a priori aussi, parce qu'on a les a priori des Parisiens, là on va voir les a priori de ceux qui trouvent que Plus belle la vie c'est pas de la série. Alors bon, Plus belle la vie, je sais pas, moi personnellement je ne regarde pas. J'ai une de mes filles qui suit ça depuis le début. Je me souviens qu'elle était enfant, hein, à peu près dans les mêmes tranches d'âge que toi. Elle était enfant, jeune ado quand elle a commencé à regarder. Donc c'est quand même une série qui dure depuis plus d'une décennie. Hein, je pense pas me tromper dans ce sens-là. Ça peut pas être un truc qui soit mauvais. Ça peut ne pas plaire, ce qui est Bien complètement différent. Mais ça ne peut pas être quelque chose de nul, comme diraient certains. Et c'est très facile de classer un truc nul, surtout quand on l'a pas regardé. Là, je pense que et tu transmets ta passion à travers le magazine sur Plus belle la vie. Les pages que tu écris dessus, bon, on sent que les interviews sont marquantes, que tu connais totalement ton sujet. Donc le magazine ne va pas être que sur du cinéma, mais tu t'élargis parce que les séries, c'est du cinéma, c'est du visuel. Je pense qu'il faut arrêter aussi. On est des générations et on est à une époque où la séparation entre la télé, le cinéma, les séries, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, bah, tout le monde disons travaille partout. qu'aujourd'hui,
elle est beaucoup moins floue aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Maintenant, on a des épisodes qui durent parfois 1 heure et demie et qui sont tournés avec les mêmes moyens que cinéma, comme des séries comme Game of Thrones, par exemple. Et Donc, oui, aujourd'hui, les acteurs ne sont plus placardisés parce qu'ils font de la télé et donc bien plus sûr, au cinéma. Il y a bien sûr. vraiment, on retrouve des acteurs de cinéma dans les séries, des acteurs de série dans le cinéma, et on parle même plus d'acteurs de série ou de cinéma, mais des acteurs tout court. Et ça, c'est quand même, je pense que là, c'est aussi une grande avancée. Et donc, ça devient d'où cette passion pour Plus belle la vie? Alors, je vais juste répondre sur la partie série parce Ouais. qu'effectivement, il y aura le gros cœur, ce sera le cinéma, mais on va aussi parler de séries. Ça me semble important de parler de l'actualité des séries. Alors là, il n'y en a pas beaucoup dans ce numéro, il n'y en a que 2, mais parce qu'on on n'a pas eu trop le temps de s'acharner sur cette partie-là. Mais on a déjà 2 très belles interviews, donc j'en suis très fier. En plus, elles se sont faites au dernier moment en plus, donc on était assez dans le rush pour ça. Il y en aura un petit peu plus sur le prochain. Quant à mon amour pour Plus belle la vie, bah moi je regarde depuis que je suis, enfin il y a les débuts, hein, il y a 15 ans quoi. Hein, je suis depuis les tout débuts. S'il est vrai qu'au début l'acting n'était pas terrible, euh, je, aujourd'hui la qualité des interprétations est incroyable. Certains acteurs ont évolué aussi dans Plus belle la vie. Ça a été une école. Plus belle la vie, c'est aussi une école. Ça permet aussi à des jeunes acteurs qui arrivent de se former. Et c'est pour ça que j'aime aussi Plus belle la vie. C'est que ça forme aussi des futurs comédiens. C'est vrai que quand on regarde des épisodes d'il y a 15 ans et quand on regarde aujourd'hui, c'est plus le même niveau, quoi. Je veux dire, les acteurs sont incroyables et ils ont même, je vais vous dire quelque chose, rien à envier à certains grands acteurs français dont on n'arrête pas de parler. Notamment certains acteurs qui jouent des méchants, je pense à Livia, à l'Enchanteur, à Pavel. C'est des grands méchants. Et très honnêtement, il y a peu d'acteurs français qui seraient capables de jouer des méchants avec une justesse aussi incroyable. Donc, j'aime pas trop quand on critique, quand on dit c'est de la merde, parce que non, c'est pas de la merde. Il y a des intrigues policières qui sont vraiment incroyables. Les scénaristes se défoncent pour se renouveler, parce qu'il faut se renouveler au bout de 15 ans quand même. Hein, c'est pas évident. Hein. Et toujours Faut... rebondir aussi sur l'actualité, parce que Ouais, on voit très bien que c'est quand même c'est une série écrit d'actu. quasiment au jour le jour, et c'est quand même c'est un phénomène, Plus belle la vie. C'est Oui, un phénomène de voilà, série. c'est une série d'actualité qui traite tous les sujets. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a autant de monde qui regarde. Ça peut aider des gens parce que ça traite aussi bien de l'homosexualité que des violences policières. Enfin, il y a vraiment tout un thème. Donc, je pense que ça peut vraiment aider les gens aussi à franchir certains pas qu'ils n'auraient pas osé franchir sans plus belle. Donc, oui, puis après, on se laisse évidemment prendre le jeu. On a envie de savoir comment vont évoluer les personnages, ce qu'ils vont devenir. Voilà, c'est pour ça que quand on me dit, moi je regarde Les Feux de l'amour, mais ouais, mais on a envie de savoir au bout de 40 ans qu'est-ce qu'ils vont devenir. Bon, après, je suis un petit peu plus réservé, mais quand on me dit, c'est pareil pour la télé-réalité, on a envie de savoir ce qui va se passer, machin. Bon, c'est un peu plus. Voilà, mais je peux comprendre cette forme d'addiction qu'on peut avoir pour une série ou de la télé-réalité parce qu'on a envie de savoir. Il y a un attachement automatiquement Et il y a aussi et un c'est là attachement aussi autour des qu'on voit personnages. la qualité d'une série. Hein. C'est Mmh, l'attachement au personnage, même quand le bien sûr. personnage fait pas grand-chose. Je dis pas quand il joue pas grand-chose, mais quand il fait pas grand-chose. Moi, par exemple, j'ai une série que j'adore qui est Walking Dead. Donc, je suis maintenant depuis une dizaine d'années. J'en entends qui disent il se passe plus rien, mais on est attaché à savoir ce qui va leur arriver à chacun, même Mmh. si par moment sur un épisode effectivement il se passe pas grand-chose. Mais voilà, ils font partie de notre quotidien. Et je pense que le phénomène Plus belle la vie, qui est le premier phénomène récurrent journalier d'une série, c'est vrai que c'est colossal. Je sais pas combien il y a eu d'épisodes en totalité, mais Bah là, c'est on est à énorme. plus de 4000 et des poussières. Ouais, J'ai plus le nombre énorme. exact, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est Et énorme. Mais donc, bon, voilà. dans, Alors, voilà, ça peut paraître un petit peu bête de mettre oh, euh, Plus belle la vie dans un magazine cinéma qui est quand même avec des critiques très pointues, etc. Mais moi, je fais pas la différence entre l'élitisme et quelque chose de populaire. Pour moi,
y a pas de frontières. Et justement, Laurent Henquin, donc qui joue Pavel dans Plus belle la vie, me disait que mon projet aussi était innovant pour ça. C'est parce que je fais pas cette frontière. Je parle des choses qui sont populaires et je peux parler des choses qui soient ce qu'on peut considérer comme élitistes. Et pour moi, Plus belle la vie avait sa place dans mon magazine. Voilà. Donc, on retrouve une interview de Laurent Henquin, c'est ça, dans le magazine. On est dans les coulisses du prochain Prime, donc qui a lieu le 15. 15 décembre. Donc, Voilà. pour l'émission Cinématique sans tox, c'est ce soir, le Prime sur France Télévisions, sur France 3. On va retrouver d'ailleurs tu vas te retrouver de nouveau sur Instagram avec une partie des acteurs, si mes renseignements sont Oui, bons. oui, oui, tout à fait. J'essaie de ponctuellement organiser des gros lives Instagram comme ça. J'en avais fait un le 22 janvier quand Plus belle la vie a repris à la télévision parce qu'il s'était arrêté. J'en avais fait un pour mon anniversaire. Et là, c'est un spécial Noël parce que j'avais envie de faire plaisir aux gens. Et alors, le 15 décembre, c'était une date totalement pas voulue. Ça tombe en même temps que le Prime, mais je l'ai su que plus tard. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, ça tombe bien en fait, hein, on va Oui. pas se mentir. Mais à la base, voilà, je voulais faire un live spécial Noël avec des gens que j'apprécie et les gens qui sont dans le live sont devenus des gens avec qui je suis très proche aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et j'avais envie, voilà, de faire un live spécial Noël pour faire plaisir aux gens et puis leur offrir des cadeaux. Comme j'ai fait pour mon live anniversaire le 14 octobre. C'est une période difficile. Donc, je pense que ce live va leur permettre de leur faire du bien. En plus, il y a le couvre-feu le soir même à 20h. Donc, voilà, ça va leur faire du bien. Ils vont gagner des cadeaux et je serai très heureux. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire parce que je suis ému à chaque fois que je parle de faire plaisir aux gens. Mais voilà, c'est Je pense que l'objectif, c'est de faire plaisir aux c'est gens. aussi un de tes traits de caractère. Ça se ressent. On se connaît pas physiquement, mais bon, j'ai suffisamment de psychologie pour cerner les personnages et les acteurs, puisque tu es un acteur à la base. J'en ai rencontré une paire. Il y en a certains, finalement, j'ai été très déçu. On est des fois très, très déçu de rencontrer des acteurs qu'on a aimés dans certains rôles. On s'aperçoit que finalement, dans la réalité, ils sont très loin de leur rôle, mais alors tellement loin que bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein, et je ne donnerai pas les noms, non, non, rassurez-vous. Je ne balancerai pas les noms, mais même si ce sont des très grands. Un truc qui m'a vraiment, moi, séduit dans le magazine. Alors, tout m'a séduit en, en totalité dans ce magazine, mais un truc qui, je me suis dit, ah, gonflé quand même. C'est l'interview de David Mason ou Masson, je ne sais pas comment on prononce, qui est le costume illustrator de la série WandaVision, qui est une série qui va arriver sur Disney+, une série Marvel, qui arrive donc le 15 janvier, si mes renseignements sont bons, donc en tout cas aux alentours du 15 janvier sur Disney+. Et c'est vraiment une rencontre exclusive, parce que jusqu'à maintenant, alors on a eu depuis quelques jours, Disney a balancé sa bande-annonce de WandaVision, mais on n'en a pas plus. Moi, j'ai très envie de découvrir cette série. Et donc, alors un truc tout con pour les gens qui nous écoutent déjà dans un premier temps, c'est quoi un costume illustrator? Un costume illustrator, c'est celui qui va dessiner les costumes d'une série ou d'un film et qui va travailler en collaboration avec le costume designer et les costumiers, costumières du film. Voilà, c'est tout simple, tout simplement. À la base, je voulais écrire un article sur Wonder Woman et puis je cherchais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en avant des personnes de l'ombre. Ça m'intéresse pas d'avoir Gal Gadot en interview. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des fois des storyboarders, des costumes illustrateurs, des gens qui ont travaillé sur les designs, les costumes, les effets spéciaux, les décors. Mais je trouvais, mais c'est difficile de prendre contact avec eux. J'arrivais pas à trouver sur Wonder Woman, et puis je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'alimenter cette catégorie série, parce qu'il y a que Plus belle la vie. Et puis je me suis dit, le 15 janvier, il y a WandaVision qui sort. Je vais regarder un petit peu dans les noms sur IMDb, qui est un site qui référence toutes les personnes qui ont travaillé sur une série ou un film. Et là, je suis tombé sur David Mason qui a fait les costumes illustrators. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des freelances. Donc, ils ont déjà un site internet à eux où on peut les contacter directement.
Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on essaye de choper des gens qui travaillent dans l'ombre, c'est que la plupart c'est des freelances. Ils sont facilement contactables. J'avais fait la même chose avec Alita Battle Angel où j'avais eu celui qui avait designé tous les véhicules du film. Et donc je l'ai contacté, je lui ai dit ça m'intéresserait de pouvoir faire cette petite rencontre avec toi, parler de ton métier. Il m'a dit oui. Il a demandé à Marvel en amont, évidemment, pour faire l'interview. Ils ont dit oui. Et du coup, dans cette rencontre, il va nous parler vraiment des costumes de la série. Ça va être un décryptage des costumes de la série parce qu'ils ont leur importance, parce que c'est une série qui va traverser les époques, puisqu'on va commencer sur une sitcom un peu à la Ma sorcière bien-aimée, Oui. donc années 60-70 en noir et blanc, et après on va aller dans les années 80, 90, 2000, etc. Donc les costumes de cette série sont vraiment, vraiment très, très importants, et je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant de mettre en lumière cet aspect de la série qui va être capital. Voilà. Donc ça, c'est à retrouver dans Focus pour ceux qui le souhaitent. C'est vraiment très intéressant parce que cette série sera, je pense, un des événements de cette début d'année 2021 sur Disney. Disney y croit énormément. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Les premières images sont juste folles. Enfin, moi, j'ai juste très envie de voir cette série. Voilà, pour le coup. Et c'est vrai que les costumes, c'est vraiment un des points moteurs. Et tu as vraiment tapé juste en choisissant d'interviewer David Mason. Tu parles également dans Focus du film que moi j'attends depuis un moment finalement maintenant, puisque le film a été du fait des confinements décalés, c'est La Nuée, le film de Juste Philippot. Alors c'est un peu un hommage à ta maman qui te faisait regarder des films d'horreur et d'anticipation, parce que La Nuée, on est en plein dedans. Et il y a vraiment en plus c'est très important de saluer en France ce regain de force du cinéma de genre, comme on dit, qui est en train de venir en force, et on sait aussi que nos réalisateurs, Alexandre Aja par exemple, maintenant tournent aux États-Unis, ils font partie, quand on voit Crawl, on dit que le gars a fait les Dents de la Mer dans sa cave. Il y a quand même le culot de nous faire un film à l'américaine, ce qui est un peu dommage, c'est que finalement ils ont dû à un certain moment s'expatrier pour pouvoir faire le cinéma de genre qu'ils avaient envie de faire. Et là, on est maintenant avec des réalisateurs en France. Ça y est, la France, le CNC a compris que il n'y avait pas que le film avec deux gars qui se prennent la tête dans un appartement, qui comprennent pas comment ils vont ouvrir une boîte de petits pois, et qu'il y avait autre chose que ça à réfléchir, et qu'il y avait aussi des films qui pouvaient être des films à la fois distrayants, mais je pense que là, La Nuée, on va pas dévoiler l'intrigue de La Nuée, mais on part vraiment aussi sur du film écologique. Ça aussi, c'est un événement important dans Focus, d'avoir c'est une interview, c'est ça, c'est une interview au Oui, niveau c'est une interview. Ouais. Donc tu as rencontré une des actrices du film. Alors, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est un de mes collègues qui s'appelle Damien. C'est lui qui a réussi à voir le film en avant-première sur Paris et qui a pu rencontrer le réalisateur Just Philippot et l'actrice. Et l'actrice qui est Souliane Brahim, qui est juste hallucinante, hein, d'ailleurs, dans le film. Bon, il n'a pas interviewé une sauterelle, hein, je suppose. Non, mais ça a été un running gag très souvent dans le groupe Twitter avec certains collègues. Est-ce que vous voulez qu'on interviewe une sauterelle pour le magazine? Parce qu'il y en a un paquet quand même de sauterelles dans il y en a pas mal. Dans ce film. Hein. Je pense qu'il y a de quoi flipper pas mal. Hein. Le film vraiment dénote. Et puis donc on a par exemple 5e set. Donc il y a plein de choses dans Focus. Focus, c'est l'aventure. Le principe, en tout cas, là, on commence à voir la ligne éditoriale avec celui-là qui sera notre ligne éditoriale pour les autres. Nous, on veut faire un magazine qui ne parle que de films de genre. On veut vraiment parler du film de genre, du film d'auteur indépendant, qu'il soit français ou étranger d'ailleurs. On a envie de mettre en lumière ce cinéma et on a envie de donner une tribune à ces réalisateurs, à ces acteurs qui prennent
le pari de faire du film de genre qui, pour moi, est un cinéma, je pense, qui va, avec la crise, va prendre de plus en plus d'ampleur, parce qu'on pourra peut-être plus faire des comédies à 20 millions d'euros et on va justement peut-être redistribuer ces 20 millions d'euros à plusieurs réalisateurs qui vont faire plusieurs petits films de genre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, je croise les doigts, j'espère. Mais voilà, l'objectif de Focus, c'est de mettre ce cinéma de genre en lumière. On parlera évidemment des blockbusters, mais ils auront une toute petite partie infime et on mettra jamais un film Marvel ou un film Star Wars en couverture. On privilégiera toujours le cinéma de genre. C'est important pour nous et de toute façon, dans l'équipe, il y a cette envie aussi. On est tous très fans de ce cinéma-là. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour moi parce que je voulais aussi une équipe qui aime ce cinéma-là pour le défendre. Donc, on est bon sur tous les tableaux, si je puis dire. Donc, il y aura un deuxième numéro. Quel va être si c'est déjà décidé, quel va être le rythme de sortie de Focus? Alors, pour l'instant, ce sera un trimestriel. Le prochain sortira le 10 mars. Et avec ma chargée de com, on est déjà en train de travailler sur le financement du troisième, puisqu'on aimerait intégrer de la publicité pour pouvoir imprimer le troisième numéro et essayer de nous dégager un petit quelque chose, commencer à nous dégager un petit salaire. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Moi, je me suis toujours posé une question et cette question n'est pas anodine, hein. Note-la quelque part parce que l'élément est totalement gratuit pour Focus. Je vais vous donner un tout petit truc. Aujourd'hui, les magazines se trouvent dans des maisons de presse, hein, quand ils sont papier, hein, j'entends. Et par contre, il y a quand même un endroit qui diffuse du cinéma qui s'appelle les cinémas, les salles de cinéma. Alors, il y a des magazines qui sont des magazines un peu promotionnels faits par les cinémas, mais on peut acheter des confiseries au cinéma. Mais jamais, et je me suis toujours posé la question, moi, tu vois, depuis plus de 30 ou 40 ans, pourquoi on trouvait pas des premières, des ciné-live à l'époque, des Mad Movies dans les cinémas pour les acheter? Pourquoi il n'y a pas un rayon cinéma, tout Et ça? ben ça, tu vois, c'est une très très bonne question puisque nous, notre volonté, c'est de pouvoir mettre à disposition notre magazine quand il sortira en papier dans les cinémas. Donc, si vous habitez à La Rochelle, eh ben, vous aurez peut-être l'occasion, du moins j'espère, il faut que je demande avant à la directrice, mais peut-être que vous pourrez retrouver dans le futur Focus dans le CGR de La Rochelle, dans le cinéma de Rochefort, l'Apollo 8. C'est possible. Mais en tout cas, c'est une volonté de notre part de les mettre à disposition dans les cinémas. Et pourquoi pas rêvons, hein, puisque le CGR a quand même plus de 240 salles en France. Pourquoi pas le retrouver dans les différents CGR dans l'avenir? Ça serait génial, puisque nous, à Beauvais, on est preneurs. On a 12 salles à Beauvais. Si le magazine est disponible, on se fera un plaisir avec l'équipe du CGR de Beauvais qui est aussi formidable. Je n'en doute pas, je la connais pas, mais que l'équipe de La Rochelle pour recevoir ce magazine Focus. Donc, quelles sont les premières pistes du travail du numéro 2? Je suis gourmand, j'ai envie de savoir. Écoute, c'est presque bouclé. Ah oui. C'est presque bouclé. Oui, c'est presque bouclé. Notre désir, c'est un scoop, c'est notre désir, ce serait d'avoir en couverture le film Eiffel qui sortira le 10 mars avec Romain Duris et Emma Mackey, que j'attends énormément. Ça, ce serait vraiment incroyable. Ensuite, on retrouvera quelques dossiers. Alors, il y aura forcément un dossier sur James Bond parce qu'il va sortir et ça nous paraît, faut quand même en parler. Il y aura du coup une partie blockbuster, comme je dirais, très infime, mais il y en aura une. Il y aura du coup Eiffel. On parlera du nouveau film de Mathieu Turi qui s'appelle Méandre. Il y aura peut-être le film Inexorable avec Fabrice de Wells. Enfin voilà, on aura tout un Benedetta aussi de Paul Verhoeven. Enfin voilà, il y aura plein de petits sujets comme ça, du blockbuster, du cinéma de genre, des séries. J'aimerais bien sur la partie série parler de toutes les annonces qui ont été faites chez Disney+. Donc j'aimerais bien faire un truc sur Star Wars. Un dossier sur est-ce qu'il n'y a pas une overdose de séries Star Wars et de films Star Wars. On va parler aussi des récents
Falcon and the Winter Soldier qui sortira au mois de mars et puis Loki au mois de mai. Et quel est l'avenir de Marvel chez Disney au cinéma et à la télévision. Enfin voilà, il y a plusieurs petites pistes comme ça qu'on va alimenter au fur et à mesure. On a aussi une nouvelle recrue qui arrive, qui a une licence cinéma et qui va peut-être avoir un aspect plus historique avec des rétrospectives sur des films historiques et faire des comparaisons avec la réalité. Donc ça, je pense que ça peut être hyper intéressant. Enfin voilà, ça commence à s'enrichir, ça se prépare. C'est pratiquement bouclé. Et on va alimenter encore parce que malheureusement, on ne sait pas trop avec les cinémas. C'est ça le problème, ouais. C'est ça aussi, c'est on navigue un peu à flou. On a les dates mars, avril, mai, mais est-ce que ça va pas être repoussé? Parce que si les cinémas n'ouvrent que le 20, les films qui sont sortis au mois de novembre vont peut-être être replacés. Donc, ça peut bouger. Mais voilà, on a déjà ces premières pistes-là et on commence déjà à écrire. Et puis, advienne que pourra, on changera à la dernière minute s'il faut. Hein. Et justement, puisque donc vraiment là un programme, moi j'ai quasiment déjà envie d'y être, mais bon, un programme très alléchant sur le prochain focus, en sachant que le focus, le premier qui est à lire et en entier, hein, phrase par phrase, on fera une interro à la fin, les auditeurs, est disponible. Vous aurez les liens sur les pages de Cinématique sans Toc, Cinésphère et Radio Mercure. On va retrouver ce magazine. Qui est le bébé de Capitaine Cinemax. Focus, c'est juste une excellente aventure. S'il fallait bien terminer l'année, c'est la terminer avec Focus, hein, finalement. Toi, quel est ton ressenti? Alors, je te demande pas des prédictions, hein, parce que t'es pas le docteur Raoult, mais quels sont tes ressentis sur un peu le devenir du cinéma, parce qu'on vit aussi un grand bouleversement. Les salles sont ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Même quand elles sont ouvertes, elles sont avec des jauges de. Moi, je vois bien autour de moi, les cinémas, c'est pas qu'ils galèrent, c'est qu'ils sont dans une misère noire économiquement. Heureusement que nous sommes en France et que le cinéma est quand même aidé, parce que c'est vraiment très compliqué. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on s'aperçoit aussi que des réseaux complets ferment et que les films vont avoir du mal à être exploités. On voit aussi une montée en puissance des plateformes. Disney+, leurs annonces sont pas anodines. Hein. C'est juste que ça aurait dû se lisser dans le temps. Le Covid a juste accéléré les choses d'un coup. Mais bon, tout arrive d'un coup pour Disney. On dit Disney, les grands méchants et tout ça. Je pense que Disney avait déjà prévu ça, mais sur une dizaine d'années. Sauf que là, ils vont nous le réduire sur un an ou deux. Pareil pour HBO Max, Warner, qui ont décidé de sortir à la fois leurs films au cinéma et sur leur plateforme aux États-Unis. Est-ce que toi, comme certains le disent, ça va être la mort des salles de cinéma? T'en penses quoi tout ça? Juste un avis finalement là-dessus. Oui, j'ai du mal à me projeter parce que c'est difficile. Évidemment, je suis choqué des annonces de Warner et de Disney qui sont incompréhensibles. Hein, on va pas se mentir. Très honnêtement, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. J'espère de tout cœur que les salles ne fermeront pas, bien évidemment, parce que ce serait une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut vraiment inciter les gens à y aller. Moi, c'est ce que j'ai fait quand ils ont réouvert au mois de juin. J'ai essayé, comme j'ai pu, avec mon petit réseau et ma petite notoriété, d'inciter les gens à y aller. Honnêtement, j'ai peur, évidemment. J'ai peur parce que la salle, ça reste quand même un lieu mythique pour voir un film. Un film, ça se voit pas sur son téléphone, ça se voit pas sur sa tablette et ça se voit pas. Même si on a des très très belles télés aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un écran télé 4K, et même 3D, machin. C'est vraiment pas l'expérience cinéma. Et puis c'est pas voilà, et puis c'est pas la même expérience, c'est pas pareil. Moi, des fois, je me dis, je suis très déçu de ne pas avoir vu des films comme Indiana Jones, Retour vers le futur, Speed au cinéma. J'aurais aimé les découvrir au cinéma. Bien sûr, ça permet à certains de se construire une cinéphilie. Quand Netflix met les films de Godard, etc., c'est cool parce que ça permet à certains de s'enrichir d'un point de vue culturel. Donc, c'est toujours intéressant.
Mais un film, ça se découvrira toujours au cinéma. Je pense que les gros complexes n'ont pas de frayeur, Gaumont, Pathé, ils s'en sortiront toujours. Je suis beaucoup plus inquiet par contre pour les petites salles d'arrêt d'essai, parce que eux, et finalement, c'est ceux qui vont vraiment souffrir le plus. Après, voilà, j'espère que Warner reviendra sur sa décision. De toute façon, Denis Villeneuve et Christopher Nolan ont poussé des gros coups de gueule et je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre des réalisateurs comme ça. Donc peut-être qu'ils vont revenir sur leur décision. Mais pour moi, un film, ça ne se découvre pas à la télé. Et puis, en plus de ça, quand on achète un ticket de cinéma, quand on va faire un blockbuster américain, le cinéma français se finance aussi grâce à ces blockbusters-là. S'ils les sortent en salle et à la fois sur leur plateforme, j'ai peur pour le financement. C'est là que j'ai le plus peur. J'ai plus peur pour les financements des films français parce que c'est grâce à ces films américains-là qui gagnent, qui se financent. Ce sont des locomotives à financement. Voilà, voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est là où je suis. Alors, je ne sais pas comment le cinéma américain se finance. J'ai pas pris connaissance, mais en tout cas. C'est privé. Comment? C'est privé. Voilà. Privé. Donc, c'est pour nous, en tout cas, oui, c'est inquiétant les décisions de la Warner et de Disney, bien évidemment. Oui, tout à fait. Je pense que leurs décisions sont aussi du fait que là, il y a des films qui ont été tournés. Il y a des films qui ont coûté de l'argent. Oui. Il faut les sortir. Ils veulent les sortir rapidement. Et je pense que c'est un peu la panique. Voilà, bien sûr. Ils ont besoin de sortir leur catalogue. Ils ont besoin de faire rentrer de l'argent parce qu'ils vont mourir sinon aussi. On a vu des grandes sociétés de distribution se cracher avec un seul film. Hein. On pense par exemple à La Porte du Paradis, par exemple, qui a plongé les artistes associés il y a 40 ans maintenant. Et Cléopâtre aussi, Cléopâtre Universal. Des films qui ont fait des mauvais choix, qui ont fait plonger des sociétés de distribution et de production. Et je pense que là, ils ont effectivement besoin de sortir leur catalogue. C'est un peu sauf qui peut. Hein. Je pense qu'il y a. Bien sûr. Et je comprends tout à fait. Mais bien sûr. Et en fait, c'est ça le gros dilemme en fait. C'est que certains vont perdre de l'argent et d'autres, il faut qu'ils en gagnent. Mais il y en aura toujours un qui va rester sur le carreau, malheureusement. Et c'est un peu la loi du marché. Et c'est aujourd'hui, c'est un petit peu triste. Mais voilà, si on avait arrêté depuis le départ de capitaliser sur tout, que ce soit sur l'art, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur la bouffe, c'est le système capitaliste qui veut ça, malheureusement. C'est chacun pour soi. Et on peut comprendre qu'ils aient envie de sortir leur catalogue, mais malheureusement, il y en a qui vont en pâtir. Malheureusement. C'est vrai aussi que le souci, c'est que en sortant en streaming des films qui nous ne sont pas sortis en salle, ce sont des films, même s'ils sortent en salle en France, parce que par exemple HBO Max n'a pas de plateforme en France, c'est automatiquement des films qu'on va retrouver en téléchargement illégal. Donc, alors là, avec le coronavirus, d'être en salle. Donc, effectivement, ça va être compliqué. Quand je vais me balader sur certains films certains sites en streaming, c'est hallucinant le nombre de films qui ne sont ni sortis aux États-Unis en salle ni en France et qui se retrouvent en qualité plutôt bonne sur ces sites-là. Ça va faire énormément de mal. Les sites en streaming vont s'arracher les films et les gens vont même pas s'abonner. Enfin, il y aura toujours des gens pour s'abonner, mais il y en aura, ils se déplaceront même pas au cinéma parce qu'ils pourront le revoir sur leur ordinateur ou sur leur télé. Donc c'est ça qui est vraiment très très triste et qui est malheureusement dramatique. Après, j'ai quand même confiance. Je pense que les gens se déplaceront par solidarité, tout du moins. J'ai foi parce que cette crise aura montré malgré tout que les petits commerces sont importants, que les cinémas sont importants. Voilà, il faut les soutenir. Et quand j'entends, c'est clair qu'il faut le dire très précisément. Bien sûr. Il y a eu 0 cluster dans les salles de cinéma. Mais oui, et puis la décision du gouvernement est juste incompréhensible. Et puis, en plus, dire aux gens 5 jours avant, vous n'ouvrirez pas le 15, mais ces gens-là sont totalement hors sol. Ça fait des semaines que les exploitants, les distributeurs,
les mecs qui travaillent dans le marketing s'arrachent les cheveux pour essayer de faire une programmation, une belle programmation le 15 décembre, et les autres, ils sont là en train de dire, bah, le 15, vous ouvrirez pas. Mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Les mecs ont travaillé pour rien. Et puis, c'est de l'argent gaspillé parce que il faut refaire des affiches, il faut refaire des campagnes promotionnelles. Ça coûte de l'argent. Enfin, je comprends pas comment ces mecs-là peuvent, avec une telle arrogance, te dire, vous n'ouvrirez pas le 15 5 jours avant. C'est hallucinant. Je trouve ça d'une bêtise absolue. Alors, je pousse un petit coup de gueule, hein, je suis désolé, mais je comprends pas. En plus, ils respectent toutes les mesures sanitaires. Ils font, moi, je le sais, parce que depuis le 22 juin, j'y vais 2-3 fois par semaine. Et je le vois bien comment ils se sont arrachés les cheveux pour pouvoir coller parfaitement aux règles imposées par le gouvernement. Et cette décision est totalement, je le disais, incompréhensible. Et quand j'entends Kastovic se dire c'est pas essentiel, machin, j'ai envie de lui dire mais gros, ferme-la, quoi, parce que franchement. Et Mathieu Voilà. Kasovic, il suffit que le vent aille dans un sens pour qu'il aille dans l'autre. Hein. Oui, enfin, de toute façon, on le connaît. De toute Une façon, grande c'est prises de spécialité position. du personnage qui a effectivement un talent fou dans certains domaines, mais il a aussi un talent fou de ne pas fermer sa gueule. Pour le coup, hein, Mathieu Kasovic a mon âge, hein, donc je peux me permettre de lui donner le temps. Non, mais de toute façon, quand il parle de politique, lui, il dit que de la merde. Je sais pas comment il se débrouille, mais à chaque fois. Il est énormément gâté dans la vie. Bon, voilà, tant mieux pour lui. Mais c'est absolument pas le reflet du monde du cinéma. Le monde du cinéma, le monde artistique ne pense absolument pas ce que Mathieu Kasovic pense. Il est tout seul à penser ce genre de conneries. Oui, Voilà. Le problème, c'est que les chaînes de télé ont surtout passé Mathieu Kasovic en train de dire sa connerie qui est, bah c'est pas grave. Non, si, c'est très grave. C'est très grave parce que le cinéma. Et puis pas que pour lui, mais aussi pour les jeunes futurs acteurs qui veulent se lancer. C'est très difficile. Combien vont arrêter de vouloir être comédien, comédienne, réalisateur, scénariste parce que cette crise leur aura brisé leur rêve, tout simplement. Oui, les intermittents. Donc, il faut aussi, voilà, il faut penser aussi à ces gens-là. Il faut penser aux intermittents. Et puis, il faut penser à tous les gens qui sont dans l'ombre. Les ingénieurs son, les décorateurs, les techniciens, les électriciens. Un film, ça se fait pas juste avec un réalisateur et des acteurs. Hein. Derrière, il y a des mecs qui bossent et qui ont besoin de. Bon, alors, les tournages n'ont pas arrêté, c'est une chance. Mais c'est des gens qui ont besoin que le cinéma existe et continue d'exister parce que sinon, ils se retrouvent au chômage, tout simplement. C'est vrai que les tournages continuent, mais avec des coûts financiers bien supérieurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des messieurs ou des madames Covid sur les tournages, avec tout ça, ça a apporté un coût supplémentaire, hein, bien évidemment. Ça a aussi obligé, par exemple sur Eiffel, hein, c'est le cas, de retourner des scènes parce que de modifier le projet de certaines scènes parce que effectivement, on ne pouvait pas les tourner dans les conditions actuelles du Covid, donc il a fallu les réécrire. Bon, c'est quand même, ça a quand même été quelque chose de très compliqué. Je pense aussi au prochain film de Fred Cavaillé où il a fallu retourner des scènes où Daniel Auteuil est à table avec Gilles Lelouch, où finalement il a fallu écarter les tables pour respecter des distances, donc il a fallu retourner les scènes pour donner certains plans au niveau des caméras. C'est vrai que le monde du cinéma se casse en quatre pour vraiment être hyper réactif et on leur coupe l'herbe sur le pied en disant non, finalement vos films vous les sortirez pas tout de suite. Et c'est vrai que c'est triste. Je tiens à dire une chose, c'est que la culture, c'est essentiel pour une société. Je vois beaucoup sur Twitter des gens dire la culture, c'est un luxe, pas une nécessité. Je suis abasourdi quand j'entends ce genre de conneries. Je citerai pas son nom parce qu'il vaut même pas la peine qu'on lui fasse de la publicité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la culture est importante non seulement pour créer des esprits critiques, et on a besoin de personnes qui critiquent le système, qui critiquent les décisions gouvernementales, les politiques, l'art, tout ce qu'on veut. Et surtout, ça crée des esprits imaginatifs. On a besoin de gens créatifs. On a besoin de gens qui imaginatifs. On a besoin de ces gens-là. Parce que si on vit sans ça, on est des zombies, on est des morts vivants. On fait rien, quoi. La culture, ça enrichit un être. Donc, c'est une nécessité absolue pour une société.
Une société sans culture, c'est une dictature. C'est une société où il se passe plus rien et c'est une société morte. C'est une terre sans vie. Et c'est malheureusement ce qu'on est. C'est certainement ce dont moi, dans mon entourage de cinéphiles qui ont un certain âge, je pense à des gens avec lesquels je partage des cours de cinéma, on sent qu'il y a une peine à ne plus pouvoir aller au cinéma. C'est vraiment compliqué parce que c'était le moment, les moments de la semaine pour aller voir les nouveaux films, les voyager aussi. On voyage énormément à travers le cinéma. On voit des cultures différentes. Je veux dire, c'est le cinéma, la littérature, le théâtre, ce sont des nourritures et c'est des nourritures terrestres qui nous manquent. Et d'ailleurs, je tiens, je fais une petite parenthèse, mais la culture est très importante et je trouve en ce moment, mais enfin, ça fait déjà plusieurs années, mais dans les écoles, alors, Dupontel le dit mieux que moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les écoles et les lycées, il n'y a pas d'art. Il y a très peu de cours de cinéma, de théâtre, l'art plastique n'est qu'une option. C'est assez triste la façon dont le gouvernement voit aussi la culture au sein de l'éducation. Je ne sais pas si tu avais vu ce qu'avait dit Dupontel sur ça en interview, mais j'ai l'impression qu'on essaye de moins en moins de faire étudier la culture aux gens pour qu'ils n'aient pas justement cette ouverture critique et pour ne pas justement les critiquer, eux, les politiques. Et c'est ça qui m'inquiète aussi beaucoup, beaucoup, et d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec le virus et dont on voit que le gouvernement, on va pas se mentir, hein, n'en a strictement rien à foutre de la culture. Hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile d'organiser un match de foot qu'une projection de cinéma. Exactement. Il a été on voit les priorités. Roland Garros qu'une projection de cinéma. Mais on l'a vu quand même ensemble, pas dans les mêmes cinémas, mais on l'a vu ensemble entre les deux confinements, qu'il y avait vraiment un engouement. Les gens allaient au cinéma. Les gens, nous, on a fait à Beauvais une avant-première avec Antoine de Maximi autour de son film. Alors en respectant les normes, bien évidemment, la salle était pleine. Oui, c'était pareil. C'était pareil au CGR pour parents d'élèves, pour cinquième. La tournée a été magnifique. Et donc, les gens se déplacent. Et dans tous les gens qui sont venus, moi, je connais les 3/4, personne n'est tombé malade. Donc, ce qui prouve bien que le virus ne circule pas dans les salles. Le personnel des cinémas qui est là en permanence, il n'y en a pas un qui est tombé malade au cinéma. Donc, c'est un faux discours. C'est un discours qui fait que, bon, en gros, oui, nous emmerdez pas avec ça. Ça, la culture, on va la ranger dans un tiroir. C'est pas essentiel. On ressortira quand on le voudra. Et c'est vrai que ne pas éveiller les cerveaux à la critique, à la culture, c'est effectivement les endormir. Hein, c'est d'avoir des moutons. Et c'est peut-être aussi un projet. Effectivement, t'as pas. C'est ce que je disais aux gens. Moi, depuis la réouverture des salles, j'y vais 2-3 fois par semaine. J'allais tous les jours au bar pour écrire parce que c'est un petit peu mon lieu de prédilection. Je ne suis jamais tombé malade, jamais. Donc, et pourtant, j'y vais tous les jours, donc que ce soit dans les bars ou les cinémas. Donc, ça veut dire que quand même, et puis si on se nettoie bien les mains, qu'on porte son masque, il n'y a pas de risque, quoi. Je veux dire, bon, moi, je suis un petit peu hyperchondriaque, donc et hypermaniaque des mains, donc je m'en mets du gel toutes les 20 minutes. Mais si on respecte bien les choses, il n'y a aucun risque que ce soit dans les cinémas ou les bars. Faut arrêter. Alors après, je sais pas comment ça se passe à Paris, si dans les bars, s'ils sont vraiment en troupe, etc. Mais en province, allez pas me dire que moi, je les vois comment ils ont bossé. Ils ont bossé comme des dingues pour restructurer leur restaurant, leur bar. Franchement, le 20 janvier, c'est long, quoi. C'est long pour eux. Moi, je pense que ça me fait penser à un truc tout simple. C'est exactement la même chose que quand tu avais deux qui faisaient les guignols dans une classe. On collait la classe entière. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, malheureusement, tu n'avais rien fait et tu te retrouvais collé avec les deux abrutis qui avaient fait leur connerie. Et c'est ça, on punit tout le monde, alors qu'il y a des tas de restaurateurs, des tas de bars, les cinémas, les théâtres. Tout le monde a respecté les règles plus que plus. Ils ont investi du pognon aussi, il faut pas l'oublier, hein, énormément d'argent pour respecter ces règles. Et puis on leur dit, non, vous êtes à risque.
Alors que finalement, il y en a dans la bande, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont à risque, effectivement, qui ont fait des conneries, mais eux, on va pas aller les sanctionner parce que c'est très compliqué de sanctionner un par un. Voilà, les contrôles sont pas faits. C'est une évidence. Et là, c'est problématique. Moi, j'espère très clairement que les cinémas vont rouvrir en janvier. Mais tout va dépendre comment on va traverser les fêtes de fin d'année. Hein. Ça va rester un mystère. Ah ben attends, la Ça sera bonne pas nouvelle, la c'est que France, les gens pour pourront leur quand même se déplacer de département en département. C'est une bonne nouvelle. Bon, bah ça encore, c'est une décision qu'on peut remettre en cause. C'est comme les vacances d'été. Je ne veux pas infantiliser les gens. Bah ouais, tu veux pas infantiliser les gens, mais en attendant, on s'est retrouvé avec une deuxième vague. Il faut arrêter de se déplacer comme ça. Pendant les vacances, on reste chez soi dans son département et on n'y bouge pas. C'est dur, mais on aurait peut-être évité une deuxième vague si on n'était pas tous partis, enfin, si les gens n'étaient pas tous partis en vacances, quoi. En avant, faut arrêter, quoi. Ah bon, ça c'est. C'est pas faux. On va revenir à Focus, puisqu'on va terminer cet entretien. C'est vrai qu'on pourrait encore malheureusement parler sur l'envie d'aller au cinéma, parce que je pense que c'est ça la base, c'est qu'on a très envie que les salles réouvrent parce qu'on a envie de voir des films et sur grand écran. Voir un film sur un écran de 25 mètres de long, vous avez beau avoir la meilleure télé du monde, c'est pas possible. Même si vous aviez une télé de 25 mètres de long, vous la pourriez pas la rentrer chez vous. Donc effectivement, il n'y a que le cinéma pour apporter ce genre de choses. Il n'y a que le cinéma pour nous apporter un son qui est enveloppant, magnifique. Et puis, il y a aussi l'échange avec les autres. C'est partager un film avec des gens qu'on ne connaît pas. Et finalement, il y a quelque chose qui nous ramène tous au même truc, c'est ce qui se passe en face de nous. Et le cinéma, c'est ça. Donc, on a vraiment très hâte de se retrouver au cinéma. Et en attendant d'aller au cinéma, on va lire Focus, donc le magazine signé Loïc Marie, alias Capitaine Cinémax. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, d'où vient ce mot Capitaine Cinémax? Tu vas pas me dire que ça vient de l'armée. Non, pas du tout. Ça va être un petit peu long. Alors je me prépare. Ah, tu Euh, peux me faire une synthèse. je vais essayer de faire une synthèse rapide. Je cherchais. Alors quand je travaillais sur ONR Radio, j'avais une émission qui s'appelait Cinémax. On a trouvé ce nom un peu par hasard. Et moi, je voulais faire une émission de cinéma, mais un peu originale, qui mélangeait à la fois fiction et actualité. Donc, je suis parti sur une série audio chaque semaine et où j'incarne le capitaine Cinémax. En gros, pour faire simple, ça se passe plusieurs siècles après le 21e siècle. Les humains ont colonisé plusieurs planètes. Sur ces planètes-là, il y a des cinémas. Tout est contrôlé par les grands majors, Disney, etc. Donc j'avais déjà prévu le coup, j'étais déjà visionnaire. Et en fait, ces grands majors ont banni le journalisme cinéma. Donc je suis le seul journaliste cinéma entre guillemets de l'univers. Et chaque semaine, j'allais de planète en planète pour récolter des infos et livrer l'actualité cinématographique chaque semaine aux gens. Et faire des petites critiques aussi de films. Voilà comment, en grosso modo, comment ça s'est fait. Série audio que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube Capitaine Cinémax. Il y a une année complète de série audio. Et voilà, je suis dans mon petit vaisseau. Il y a des guerres intergalactiques, il y a des combats au sabre. On part dans des délires extraordinaires, donc c'est génial. Voilà, très rapidement. On n'oublie pas aussi que, et ça va être notre proche de notre conclusion, c'est que tu as écrit des livres également. On a oublié de citer ça, mais 3 livres. Oh là là, mais tu en as fait des choses finalement. Je m'en aperçois aussi. 3 livres. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est les 3 titres déjà. Oui, alors le premier, c'est Et si l'on vivait tous un 32 mai, qui est un recueil de nouvelles humoristiques sur les relations hommes-femmes. Le deuxième s'appelle Les secrets cachés du 33 mai, où là aussi c'est un recueil de nouvelles humoristiques, mais sur l'histoire de France, où je m'amuse un petit peu avec les faits historiques. Et le troisième qui s'appelle Léa, qui est sorti pendant le confinement, et qui est un peu une autobiographie d'une histoire d'amour qui m'a brisé le cœur. Voilà. Donc ça, c'est aussi des livres qu'on retrouve où?
Sur le site thebookedition.com. Je les ai auto-édités sur ce site-là qui permet à des jeunes auteurs en fait de publier leurs livres. Et l'avantage, c'est que en fait, quand on les a, enfin, c'est imprimé au compte-gouttes. En fait, s'il y a 2 commandes, il y aura 2 impressions. On n'en imprime pas 10 000 et puis il faut vendre les 10 000 comme une maison d'édition normale. Okay. Voilà. Donc, on retrouve Focus dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux pour que nos auditeurs de Radio Mercure retrouvent ce magazine. On va suivre l'aventure parce que l'aventure nous plaît. Donc, on donnera des nouvelles de temps en temps sur Radio Mercure et dans Cinématique sans toc sur l'aventure Focus, sur l'aventure de Capitaine Cinémax. Ça nous fait vraiment plaisir d'échanger aussi, parce que je pense que le cinéma, c'est ça aussi, c'est des rencontres, des belles rencontres. Voilà, on s'est rencontrés sur les réseaux, les différents réseaux, mais bon, t'as eu l'avantage quelque part de rencontrer une de mes filles dans un festival. Vous avez sympathisé autour de certaines séries. Voilà, la vie a fait que nos chemins se croisent. C'est certainement pas un hasard, parce que Focus, c'est vraiment une belle réussite. Je suis très content d'avoir découvert ce magazine. Bravo. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et si j'ai une minute, je tiens à remercier tous ceux qui ont lu le magazine. En 72 heures, on est déjà à 1204 vues. J'ai les chiffres sous les yeux. C'est énormissime. L'objectif, c'était de faire 1000 vues sur les 2 mois. Donc, décembre, janvier, avant le prochain. Donc, on a explosé le truc en 3 jours. Donc, c'est génial. Les retours sont incroyables. Merci à tous ceux qui ont lu. Merci à tous ceux qui nous envoient des petits messages de compliments, etc. Franchement, je m'attendais pas à un tel succès et je m'attendais pas à ce que les gens apprécient autant le magazine. Je savais qu'il était beau. Ça peut paraître un peu arrogant, mais Maud et Alissa et Damien ont fait un travail incroyable sur le graphisme. Donc, je savais qu'il était beau, mais je pensais pas qu'il plairait autant et que les gens l'apprécieraient autant et que certains professionnels aussi l'apprécient autant. Donc, merci à tout le monde. Ça nous fait super plaisir. Continuez à nous envoyer votre soutien et vos messages. Ça nous booste pour la suite. Vraiment. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt. On suit l'aventure Focus. Merci. Merci à toi pour cette interview, puis à la prochaine. Merci.